Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kering? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse sur des entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. D'accord? Donc, les notes d'analyse sont basées sur l'écoute des conférences calls, la lecture des rapports financiers ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes, quand le besoin se présente, d'accord? Et le besoin, c'est moi qui le détermine. Donc, en supplément de ça également, vous avez également accès ici à la possibilité ici de recevoir les analyses sectorielles que vous avez généralement gratuitement dans le service de la Top Newsletter qui est gratuite. Donc, les liens vers ces 2 services-là sont dans la description de cette vidéo aussi. Donc, Kering, on en a parlé plusieurs fois. Vous savez qu'on est assez optimiste par rapport à cette compagnie-ci. Elle semblait être bien gérée. Voilà, les derniers mois ici sont assez corrects. Donc, on va essayer de voir par rapport aux éléments financiers qu'on a après la clôture de l'année 2022 ici. Donc, je vais aller directement sur les éléments financiers. Et avant de continuer, j'aimerais vous rappeler une chose. Maintenant, quand vous voulez évaluer une compagnie qui est essentiellement francophone, d'accord, donc c'est européenne en principe. Donc allez-y, européenne uniquement, allez-y sur Kering, sur Yahoo Finance et allez regarder la dette nette sur Yahoo Finance directement, d'accord. Parce que quand on arrive ici au niveau de balance sheet, d'accord, donc vérifiez bien que vous êtes bien quand on est au courant de l'année, en cours d'année ici, vérifiez bien qu'on est sur quarterly, d'accord. Parce que si on est par exemple au mois de juin et que vous mettez annual, ça va vous renvoyer, vous aurez uniquement les informations jusqu'au mois de décembre. Ok, donc il faut généralement mettre ça au quarterly, d'accord? Parce que le bilan ici, d'accord, il est ajusté chaque trimestre, d'accord? Donc le trimestre, il faut toujours prendre le trimestre le plus récent pour le bilan, d'accord? Donc ici, vous allez voir que la dette nette est aux alentours de 1,624 milliard, ok? Alors que ici, sur Coifin, vous allez voir que la dette nette est aux alentours ici de 6 milliards et poussière. Et c'est pas parce que Coifin a de mauvaises informations ou quoi que ce soit, non. C'est juste parce que les compagnies européennes prennent en considération généralement les loyers comme étant des obligations de la dette ici. Donc voilà, ça peut mêler ici la plateforme, mais voilà, ça reste aussi, voilà, si vous prenez également ces 7 milliards, sachez que vous êtes un tout petit peu plus pessimiste. D'accord? Maintenant, enfin, conservateur, pas pessimiste. Donc ici, on va aller directement au niveau des rapports financiers. On constate qu'on a eu une bonne année 2022 ici. Enfin, en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'en termes de marge brute, on a quelque chose qui va également dans le même sens? Donc on s'attend à avoir une entreprise qui a un certain pricing power. Donc les marges brutes sont à peu près stables ici, d'accord? Donc c'est correct. Est-ce que les marges EBITDA sont à peu près stables également? Donc est-ce qu'on a les marges EBITDA qui sont stables? Alors nous avons des marges EBITDA moins élevées que l'année précédente ici. Il faut aller regarder pourquoi. Donc même s'il y a quelques petits points de différence ici, il faut toujours aller vérifier pourquoi. Donc, et en supplément de ça, est-ce que les net income et les free cash flow ont eu tendance à parler le même langage en 2023 ici? Donc, je prends les free cash flow et les net income, je les mets sur le même graphique. Donc, on ferme ça ici. Donc, je fais monter ici. Voilà. Donc, oui, semble-t-il qu'on parle ici à peu près le même langage. Maintenant, en termes de marge, qu'est-ce que ça me donne ici? En termes de marge, donc, je vais aller regarder ici les margins. Donc, les margins et net income ici, ça donne quoi? Donc, en yearly, on a ici des marges moins élevées que l'année précédente. Donc, on a 17,76% ici. Donc, on peut également constater que, voilà, c'est une entreprise. Oh, je pense que ça, c'est quelque chose. Ça doit être une erreur à ce niveau aussi parce que si je prends en considération le margin normalisé ici, voilà, ça me donnait exactement, oui, exactement. Donc, je peux constater que ça, c'est un ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Donc, ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a à peu près des marges aux alentours de 17,70% ici. Et ces marges-là, en tout cas, depuis 2019, ils augmentent. Enfin, ils sont à peu près équilibrés, enfin, plus élevés que ce qu'on avait à peu près en 2017. Maintenant, là, vu que l'entreprise a un certain pricing power, il faut se poser la question de savoir, est-ce que les marges vont avoir tendance à augmenter dans le futur? C'est la question qui est importante ici. Parce que quand je prends en considération l'estimation des analystes ici, et il me semble que les analystes, est-ce que sur ce dossier-ci, ils ont tendance à avoir raison? Donc je prends directement ici Kering. On va aller regarder Kering ici. Si les analystes qui sont sur le dossier ont l'habitude d'avoir raison, ont l'habitude de faire de bonnes prévisions en termes de bénéfices nets par action ici sur cette compagnie-ci. Donc je vais aller sur Analyst Scorecard. On voit ici que quand même, dans une certaine mesure, oui. Deux tiers du temps, ils ont raison, ok. Surtout sur une période de 2 ans, c'est correct. Et quand on regarde ici sur les 5 dernières années, voilà, c'est également correct. Et il y a eu juste du rouge une seule fois, donc voilà, ça peut arriver également. Donc après l'année suivante, ici, on s'est rattrapé, on a eu quelque chose à peu près plus élevé que l'année précédente. Donc,
Ils ont tendance à avoir raison. Donc, si maintenant on se base sur ce qui est attendu par les analystes, admettons d'ici 2025 en bénéfice net par action, je rappelle bien. Donc, je vous voulais convertir ça ici, vous faites 40,02 si multiplié par le nombre d'actions actuelles, vous allez trouver à peu près quel est le bénéfice net par action attendu à cette période-là. Attention, il faut également voir que vu qu'elle rachète ses actions ici, il faut faire attention. Donc, mais si on utilise cet élément-ci, si vous n'avez pas les moyens d'affaires, si vous ne voulez pas acheter face graph ou quoi que ce soit ici, vous pouvez juste faire ceci. Donc, on va prendre ici en considération ce que pense, on va déjà regarder le nombre d'analyses sur le dossier en 2023, en 2026. On est à peu près 17 sur le dossier. Ok, 17 sur le dossier en 2026, c'est bien. Maintenant, en supplément de ça, je veux voir en termes de net income ici, enfin, en termes de net income, qu'est-ce qui est attendu en 2026. Donc, on regarde ça ici, on est à peu près à 5 milliards 20 millions. Ok, donc, nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Voilà, donc, on est à peu près à 123 millions, je sais 122,94, je mets 123. Donc, je fais ici 5 milliards. D'accord, 5 milliards 20 millions ici. Non, enfin, c'est 5 milliards 20 millions, exactement. 50, 20, divisé par combien? 123. Ça nous donne au total combien? À peu près 40,81. Vous voyez ici, on s'attend à combien? On s'attend à peu près à 40,02. OK? Donc, je vais aller directement travailler avec ça. OK? Vu que j'ai une dette nette ici aux alentours de 1 milliard 600. 1 milliard 600 et poussière, donc c'est 600 quoi? 624. Donc, je vais mettre 1 milliard 624 pour ceux qui aiment la précision, divisé par 123 millions d'actions. D'accord? Ça nous donne à peu près aux alentours de 13,20 $ par action. OK. 13,20 $ par action et je vais être très, comment on appelle ça? Je vais être assez optimiste ici. Donc, je vais prendre en considération directement ce qui est attendu en 2025. Retenez ici que cette évaluation-ci est optimiste, dans le sens où d'habitude, je prends uniquement ce qui est attendu en 2023 et on s'arrange, je dis OK, voilà. Et puis même d'ailleurs, c'est ça que je vais faire. D'ailleurs, on va le faire comme ça. Parce que je ne vais pas changer comme ça. Voilà. On va faire, on s'attend à 2023 à peu près à combien? On s'attend à peu près à 32,78 $. Donc 32,78. C'est une entreprise qui se négocie jamais à 20 fois les bénéfices, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc je vais prendre 20 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Donc moins à peu près la dette nette qui est aux alentours de 13,20 $ par action. Ça donne ici un prix aux alentours de 642 $ l'action. Donc on se dira que l'entreprise est sous-évaluée. Okay. Vous pouvez également le voir d'une autre façon. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023 ici, d'accord, donc 32,78 divisé par la capitalisation boursière actuelle, 579, 500, je vais mettre 580 ici pour faire simple, ça vous donne ici un rendement de 5,65%. 5,65% de rendement, ça représente combien à peu près? Donc 5,65% de rendement, donc si on fait 5,65, ça représente un PER de combien? 17,70. D'accord, donc l'entreprise est sous-évaluée. Si on voit également ça, si on se retrouve à avoir des PER ici, des bénéfices nets ici de 40 $ par action d'ici 2025, divisé par le prix actuel, vous aurez un rendement de 6,89%. Si l'entreprise se négocie toujours à 5 fois les bénéfices ici, donc à 20 fois les bénéfices ici, donc ce qui veut dire qu'on a un potentiel de croissance ici de près de 38%. Okay? Ce qui me permet également de dire que le dividende actuellement ici, il est safe, il n'est que de 2,41%, donc il y a de fortes chances qu'il continue à croître. D'accord? Donc en date d'aujourd'hui, cette entreprise pourrait être intéressante au prix actuel. Donc si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2023, on peut aller aux alentours de 300 aux alentours ici, on peut aller aux alentours de 642 $ l'action. Si on arrive à si on se base sur les bénéfices nets de 2025 ici, on peut aller jusqu'à 800 $ par action. D'accord? Donc si l'entreprise continue à maintenir le cap, augmenter les marges, d'accord, ça pourrait être assez intéressant. Donc on aime toujours assez bien Kering ici. Donc ça n'exclut pas la lecture des rapports financiers, s'il vous plaît. Retenez ici qu'on peut rester, on est très quantitatif ici et il faut absolument savoir qu'est-ce qui va nous permettre, qu'est-ce qui nous, entre parenthèses, quelle est la probabilité pour que les marges soient plus élevées dans le futur. Est-ce que le management a marqué ici le pricing, etc. Est-ce qu'ils ont marqué ici dans les conference calls qu'ils vont continuer à augmenter les prix ou des choses comme ça, ou bien réduire les coûts, voilà ce genre de choses que vous devez aller retrouver dans les rapports financiers. Ok? Donc sinon, ici on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc je rappelle encore que le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Les deux liens sont dans la description de cette vidéo aussi. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.